Alors, tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Martin Devillers, je bosse chez Dashlane, comme quelques autres personnes ici à qui vous pourrez parler ensuite. Pour info, Dashlane, c'est un gestionnaire de mots de passe. Je dis ça pas juste pour faire la pub, mais parce que je vais prendre des exemples que je connais. Donc, si vous trouvez des trucs bizarres, c'est parce que c'est des trucs de gestionnaire de mots de passe. Et je vais vous parler aujourd'hui de la modularisation en utilisant Gradle et Dagger. Donc ça va être finalement assez complémentaire, ce dont je vais parler. Il y a les points que j'avais choisi de survoler et dont ils ont parlé, donc c'est nickel. Normalement, on ne va pas trop se recouper. Ça va être plutôt plus théorique, ce dont je vais parler. L'idée, c'est d'expliquer pourquoi modulariser, qu'est-ce que ça implique pour l'application, ensuite comment conceptuellement voir les modules de son application, comment bien les choisir, comment bien les lier entre eux, pour tirer au maximum les avantages de la modularisation et limiter les inconvénients. Et ensuite, je vais expliquer comment est-ce que l'injection de dépendance s'inscrit dans ce cadre-là, parce que quand on modularise, on a des dépendances entre modules, et l'injection de dépendance, ça gère les dépendances entre des classes. Donc forcément, les deux sont assez liés. Donc ça va s'articuler comme ça, il va y avoir deux parties. Première partie modularisation, donc je vais parler un peu de Gradle, et deuxième partie, je vais parler d'injection de dépendance avec Dagger. Donc, première partie, modularisation avec Gradle. Je vais pas rentrer trop dans les détails de Gradle, mais je vais quand même survoler un peu comment ça fonctionne. Je vais surtout parler d'abord de pourquoi on veut modulariser, quels sont un peu tous les aspects qui sont intéressants. Je vais détailler un peu l'impact que ça a sur la compilation d'un projet, le fait qu'il soit séparé en modules. Et ensuite, la dernière partie, je vais parler donc plutôt de la conception des modules, de comment construire son arbre de dépendance, comment séparer les responsabilités, et comment limiter les impacts négatifs que ça peut avoir sur la compilation, la modularisation. Alors, la modularisation, donc, quel est l'intérêt de le faire? Première chose, les temps de compilation. Donc ça va être un peu l'un des éléments principaux sur lesquels je vais me concentrer. C'est quelque chose qui peut être très important selon votre projet. Quand on arrive à avoir une codebase qui fait que le projet entier met 3 minutes à se compiler, ça devient très gênant. Quand on fait un changement, on veut relancer, c'est lent. Et je vais en parler un peu plus après, mais en gros, ça va être un des grands points de focus que je vais aborder. La séparation des fonctionnalités, donc je vais pas mal en parler aussi. C'est intéressant parce qu'en fait, les modules offrent un niveau d'abstraction au-dessus des paquets qu'on a en Java. Donc, on a l'habitude de séparer en package pour se retrouver un peu dans le dossier. Mais les modules, ça offre un truc en plus pour vraiment avoir des groupements de classes. Et ça peut permettre de s'y retrouver beaucoup plus facilement dans le code, en fait. L'encapsulation, ça c'est très important. Alors, il y a un côté au niveau du code, parce que maintenant le Kotlin est quand même très répandu, et le Kotlin a supprimé la notion de package private, mais introduit la notion de internal, qui est une notion qui s'applique au niveau du module. Donc forcément, en créant des modules, eh bien, on arrive à avoir vraiment du code bien encapsulé. On a un namespace qui n'est pas pollué par 10 000 classes que tout le monde n'a pas besoin de voir, parce que ça a été mis dans un module qu'il a déclaré en internal, parce que c'est le seul à en avoir besoin. Deuxième aspect de l'encapsulation. Deuxième aspect de l'encapsulation, il y a les dépendances. On a eu une question juste avant avec les déclarations de dépendance API et internal. Donc là, je parle des dépendances externes ou internes. Ça marche aussi pour les dépendances entre modules. Et là, c'est très intéressant d'avoir modularisé son application parce qu'on peut déclarer une dépendance vers une bibliothèque externe comme étant de type implémentation pour que seul ce module-là ait accès au contenu de cette bibliothèque. Et donc ça permet d'identifier bien à quoi sert cette bibliothèque. Ça c'est intéressant, quand on revient sur le code plus tard, on se demande pourquoi est-ce que mon projet tire cette bibliothèque. Là on voit quel module utilise, on arrive vite au résultat. Et c'est intéressant encore une fois pour protéger le namespace, pour que tout le monde n'utilise pas tout partout, n'accède pas directement aux couches basses, et ce genre de choses. Ça crée... Alors, j'ai... Ouais, truc bizarre avec l'animation là. Bon, du coup, vous avez des spoils. Donc les contrats de dépendance sont clairement établis. Un module déclare une dépendance vers un autre, qui déclare une dépendance vers un autre. On sait qui utilise quelle fonctionnalité. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant quand on modularise.
Le multiplateforme, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous suivez un peu ce qui se passe avec le Kotlin Native, vous allez voir que toujours les gens se retrouvent obligés de découper en modules leur application pour avoir un module qui va être plutôt pour une plateforme, un autre pour une autre. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails encore une fois, mais le multiplateforme tire beaucoup parti de la modularisation d'une application. Et quand je parle d'application modulaire, je parle de bundle. Donc là, pareil, on a encore besoin d'utiliser les modules pour faire fonctionner une application en bundle qui peut être installée en plusieurs parties. Donc les deux derniers points, je ne vais pas aller dans les détails. Il y a d'autres personnes qui en ont plus parlé, qui connaissent mieux le sujet. Mais si vous voulez atteindre ces deux objectifs-là, il faut passer par une application modulaire. Donc c'est encore un bénéfice. Alors, je pars de mon application, j'ai un bon petit monolithe, là j'ai un projet, j'ai mon module app qui a été créé par défaut. Donc la structure classique, quand on veut compiler, on compile l'application en entier. Il y a tout le code qui doit être compilé. Toute notion de compilation incrémentale, elle dépend des outils qu'on utilise, le compilateur Java, le compilateur Kotlin, pour les ressources, le packaging, tout ce genre de choses. Ça dépend entièrement d'eux. Ça a donc vite ses limites. C'est particulièrement embêtant quand on a juste envie de tester une partie. Quand on parle de test, quand il s'agit de test unitaire, j'ai envie de lancer le test unitaire sur ma classe que je viens de modifier, il faut tout recompiler. Il faut recompiler tout le projet, tous les tests unitaires pour tout le projet, donc c'est long, c'est fastidieux. Si je veux lancer une activité, je sais très bien que j'ai envie de la lancer avec 2 arguments dans l'intent et de voir ce qui s'affiche, je dois compiler toute l'application. Et même généralement, je dois cliquer partout pour arriver jusqu'à l'activité. Je vais revenir là-dessus, sur le fait qu'en modularisant, on peut même arriver à tester des parties de l'interface séparément. Donc, ce que je disais, on compile, on a 28 tâches qui s'exécutent, je donne ça juste pour le chiffre. C'est aussi pour montrer la complexité, pour rappeler plutôt la complexité du processus de compilation sur Android, qui fait que les discussions que je vais avoir sur la compilation modulaire, elles sont compliquées, je ne vais pas pouvoir rentrer tous les détails, je ne pense pas que je serai compétent pour vous expliquer tout ce qui se passe quand on a des ressources qui sont bonnes dans une librairie et qu'il y a une autre qui compile tout ça, c'est très compliqué, mais vous voyez, là le processus en tout cas, il doit faire tout ça. Donc maintenant, j'ai extrait une petite lib, je suis content. J'ai un module type Java Library, de Android Library, pardon. J'ai déclaré une dépendance de app vers lib. C'est cool, j'essaye de compiler. Qu'est-ce qui va se passer? Là, je compile à partir de rien. Tout à coup, j'ai 47 tâches, là où j'en avais 28. Donc est-ce que j'ai vraiment gagné quoi que ce soit? Non. La réponse clairement est non. Donc ça, c'est le premier takeaway, je dirais, de la modularisation. Si on modularise, mais qu'en fait on travaille toujours avec l'application qui englobe tous les modules, l'intérêt sur la compilation, il est négatif. Ça va vous ralentir, ça va faire qu'il y aura plus d'étapes intermédiaires, parce qu'en plus il devra attendre le résultat. S'il doit compiler les éléments d'en bas, il doit attendre le résultat du module pour compiler ce qu'il y a au-dessus. Donc si on compile toujours from scratch, ça ne va pas nous aider. Heureusement, les compilations from scratch, on les fait généralement pas beaucoup sur sa machine locale, c'est plutôt des trucs au fond du serveur OCI, et donc là, c'est moins impactant. Voilà, donc juste pour la suite, c'est juste un petit truc, c'est pas très intéressant, mais c'est la compilation où j'ai refait une compilation après avoir compilé, donc là, tout est up-to-date, il n'y a rien à faire. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer si je recompile le module de l'application en n'ayant pas changé la lib? Donc là, par contre, on a à peu près autant de tâches que si j'avais juste modifié le module de l'application sans module dépendant. Mais toutes les tâches de la lib ne sont pas exécutées. Donc en fait, on peut utiliser toute une partie du code qui a été pré-compilé, toute une partie des ressources qui ont été pré-packagées. Donc on y gagne déjà un petit peu. Si on a découpé son application en modules et qu'on ne travaille que dans le module d'en haut de l'arbre et qu'on ne modifie pas ceux d'en dessous, on peut déjà être un peu plus rapide. Donc là, vous voyez la différence, il a juste lancé quelques tâches. C'est pour ça que j'avais fait la tâche au début où je recompilais en ayant tout à jour. Comme ça, on voit bien la différence avec ce qui n'est plus à jour. On a juste dû faire... Donc là, j'ai juste modifié une classe. Je reviens sur le fait qu'il y a beaucoup de types de changements différents en fait, dans une application Android. Ça peut être une ressource qui a été modifiée, ça peut être autre chose. Et c'est ça qui rend cette analyse assez compliquée. Donc là, je vous montre un exemple avec une classe, mais c'est difficile d'avoir une idée globale. Enfin, toujours est-il qu'avoir une partie de l'application qui est déjà prête, qui a été pré-compilée, c'est intéressant. Maintenant, je peux compiler l'application en ayant fait un changement de la bibliothèque. Et là, on revient sur un scénario, comme je disais, où là, c'est pas avantageux d'avoir tiré un module. Si on travaille dans les modules enfants
et on fait des modifications des modules enfants, mais qu'on doit recompiler le module parent pour le valider, on n'est pas gagnant, on est perdant. Morale de l'histoire, il faut essayer d'avoir des tests unitaires pour qu'on n'ait pas besoin de recompiler le module parent pour valider le module enfant. Ça, c'est vraiment très important dans la modularisation. Il faut que les modules puissent être validés de manière autonome sans qu'on ait besoin du parent. Donc là, vous avez une idée. On a juste changé quelque chose dans lib. Donc il a dû recompiler lib et puis il a dû faire rôle à la recompilation de l'application pour qu'on puisse tout valider. C'est particulièrement vrai quand on utilise des outils comme KAPT pour Dagger. Donc ça, je ne sais pas si vous avez suivi, mais KAPT, le processeur d'annotation pour Kotlin, il a des problèmes de performance. Et donc, si jamais on se retrouve à devoir faire le processing d'annotation pour chacun des modules à la chaîne, c'est très lent. Et là, la modularisation, au contraire, si elle est bien faite, peut énormément aider à contrer ces problèmes-là. En revanche, si on compile juste donc, le module enfant, eh ben, on gagne beaucoup en efficacité, on a moins de tâches à lancer, on compile juste une petite partie du code, donc c'est moins lourd, et là on va pouvoir être plus rapide. Conclusion, les dépendances transitives, ça introduit de la complexité dans notre projet. Dès qu'on commence à avoir des dépendances transitives, on se retrouve à avoir des problèmes où on va devoir s'assurer que tout est très bien isolé. Alors ça dépend d'un autre module, mais en même temps, il faut que l'autre ait été précompilé. Si on doit faire un changement dans le module enfant, on doit tout recompiler, donc tout devient très long. Donc on va vouloir avoir un arbre de dépendance qui va au contraire être le plus plat possible. L'idéal, ce serait un truc comme ça. Bien sûr, ça, c'est pas raisonnable, donc je vais expliquer un peu comment est-ce qu'on fait pour ne pas se retrouver avec un arbre de dépendance qui se propage à l'infini. On a A qui dépend de B, qui dépend de C, qui dépend de D, et ainsi de suite. Alors, donc là, je vais vous présenter un peu un schéma maintenant de quels vont être les types de modules qu'on va avoir et comment est-ce qu'on gère les dépendances entre ces modules de manière à ce qu'elles soient le plus limitées possible. Le premier type de module qu'on va avoir, ça va être les modules qui vont représenter notre modèle. Ça va être typiquement le modèle de données de l'application, donc des data classes qui renferment les données, donc plein d'autres modules ont besoin d'utiliser, ils ont besoin tout le monde communique un peu avec les mêmes objets, donc on a besoin d'avoir ces modules cœur qui renferment notre modèle. Ils peuvent avoir des méthodes aussi, des méthodes qui ont la caractéristique la plus importante de ne pas avoir de dépendance externe. Il faut que ce soit des trucs où on n'a pas besoin d'injecter quoi que ce soit dedans. C'est autonome, ça contient de la business logic et c'est testé à 100%. Donc quand on les utilise, on n'a pas besoin de mock ces objets. Quand on utilise une data class, on n'a pas besoin de faire un mock de cette data class. On en fournit une avec des valeurs, des exemples et on s'en sert dans un test. Et donc là, pareil, quand on utilisera les autres modules, on utilisera le vrai contenu de ces modules-là. Donc par exemple, là, donc pareil, on a une petite application de mot de passe. Donc là, je vais vous montrer, on a notre data class avec les mots de passe, les credit cards, les passeports. C'est utilisé un peu partout dans l'application, c'est le modèle cœur. Tout le monde va traiter des passwords pour les afficher, pour les valider, pour en générer des nouveaux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir de la logique qui va être structurée avec beaucoup de dépendances. Et là, j'ai séparé en deux modules. Je reviendrai un peu sur cette séparation, mais on va avoir en quelque sorte les modules, on va avoir les modules d'API, donc qui définissent toutes les méthodes, qui peuvent opérer sur les modèles qu'on vient de définir avant, qui vont les transformer, qui peuvent communiquer avec l'extérieur en allant charger les données sur le réseau, en allant charger les données localement, tout ce genre de choses qu'on connaît bien. Mais donc toutes ces classes-là, toutes ces interfaces qu'on va définir, leur implémentation ont des dépendances. Donc on va définir séparément les interfaces qui définissent comment on va communiquer avec eux, et les implémentations vont être définies ensuite. Donc on définit par exemple un module de cryptographie qui va contenir une interface de cryptographie pour chiffrer et déchiffrer les données. Ça encore c'est important pour notre application pour chiffrer les mots de passe. Les interfaces réseau, donc là on reconnaît un peu un truc style retrofit, où on va définir les services qu'on appelle. Là on reconnaît quelque chose style room, ou une interface pour accéder à la base de données, où on définit l'interface qui va permettre de charger les données, de les sauvegarder, et ainsi de suite. Donc à chacune de ces interfaces va correspondre le module avec son implémentation. Donc il va dépendre du module avec l'API, et il va fournir des classes qui implémentent les classes qu'on a déclarées dans l'API. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. Ces modules-là peuvent avoir des dépendances aussi vers d'autres API que celles qu'ils implémentent, et c'est là que ça va être intéressant, parce qu'ils dépendent des autres API et pas des implémentations.
Et après, on va avoir des modules avec les fonctionnalités. Donc là, on peut découper notre interface, ou même les services qu'on utilise en background en plusieurs modules. Donc chacun d'entre eux va remplir une fonctionnalité précise de l'application. Donc souvent c'est une interface, donc on déclare les activités dans ce module-là, dans le manifeste de ce module-là. On déclare, en fait chacun a son manifeste séparé, ce qui est très intéressant aussi, ça permet par exemple de déclarer les permissions dans chacun de ces modules-là. Donc comme ça on sait pourquoi est-ce qu'on a les permissions dans l'application, on voit dans quel module elles sont utilisées. Et pour communiquer entre elles, on peut utiliser, là justement, merci aux prédécesseurs qui ont expliqué tout leur mécanisme avec les intents, avec les URI, etc. On peut utiliser toute la mécanique d'Android pour communiquer. On peut éventuellement extraire un module fils, donc ça serait plutôt un module d'API qui contiendrait en fait l'interface de communication entre les différents modules, si on veut. Et on arrive à quoi? On arrive à un arbre dans lequel donc l'application dépend des modules avec les fonctionnalités, donc avec les interfaces graphiques, etc. Les fonctionnalités dépendent des API. Les API dépendent du modèle. Et aucune fonctionnalité ne dépend d'implémentation. Et aucune implémentation ne dépend d'implémentation non plus. Donc, en fait, on a limité la profondeur de notre arbre à 3. Parce qu'on a 4 niveaux différents maximum. Donc en ayant quelque chose comme ça, on est sûr de ne pas avoir des dépendances transitives qui se propagent à l'infini. Donc ça, c'est la théorie, encore une fois. Je vais expliquer de toute façon, d'ailleurs j'ai oublié de le dire au début, mais à la fin je vais revenir sur toutes les limitations de un peu ce que je dis, de comment en pratique on choisit de prendre des raccourcis par endroit quand ça vaut pas le coup, et ainsi de suite. Mais en tout cas, ça c'est l'idée. Si on sépare les API et les implémentations, tout le monde dépend. Les fonctionnalités et les implémentations ne dépendent que d'API. Et c'est au niveau de l'application qu'on se retrouve à faire le binding entre les API et les implémentations pour qu'elles puissent être utilisées par les implémentations qui dépendaient d'autres API et par les fonctionnalités qui qui dépendaient d'API. Donc ça va être l'objet de ma deuxième partie. Ça va être d'expliquer comment est-ce que Dagger nous permet de résoudre toutes ces dépendances. Alors Dagger, donc je ne vais pas rentrer dans je ne vais pas décrire comment fonctionne l'outil, donc j'espère que vous avez un peu des notions autour de tout ça. Donc ça permet de faire de l'injection de dépendance. On déclare quelle classe va résoudre quelle dépendance, et il se charge de les amener. Donc comme on l'a vu sur le graphique d'avant, en fait il va y avoir un peu deux perspectives. Il va y avoir les implémentations qu'on doit injecter avec les implémentations des API dont elles dépendent, et les fonctionnalités qu'on doit injecter avec les implémentations des API dont elles dépendent. Donc ça c'est ceux qui vont devoir recevoir des implémentations d'API desquelles ils dépendent. Et en fait, il va y avoir ceux qui vont fournir les injections. Donc il va y avoir les implémentations qui doivent pouvoir communiquer le fait qu'elles implémentent une API, et l'application elle-même qui doit pouvoir communiquer aux fonctionnalités quelles sont les implémentations qu'ils doivent utiliser pour quelle API. Donc on va suivre ce déroulement-là. Et donc ce que je vais vous montrer, c'est une technique, c'est une manière de bricoler le truc pour que ça marche bien, on va dire. À prendre ou à laisser, on va dire. Les API, donc les API, on va rajouter un petit quelque chose dans chacune d'entre elles qui va permettre de déclarer une interface pour résoudre leur implémentation. Et cette résolution va passer par le application context qui donc renvoie à partir d'un contexte l'application elle-même. Donc ça va être utilisé ensuite par les fonctionnalités qui ont toujours un contexte. Alors, donc c'est ça le composant dont je parle, qu'elles vont déclarer. Donc là, si je reste sur l'exemple que je vous avais montré précédemment avec la cryptographie, donc on avait une classe Cypher qui servait à chiffrer et déchiffrer les données. Donc le module de cryptographie va déclarer le composant qui sert à fournir cette implémentation. Donc, pour ça, il déclare l'interface et il déclare l'application qui fournit ce composant-là. Et ensuite, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de fournir une petite méthode utilitaire qui sert, à partir d'un contexte qu'on a, à aller chercher dans l'application où on part du principe qu'elle implémente donc cette interface-là, on va en chercher le composant, et comme ça, une fois qu'on a le composant, on pourra chercher toutes les classes de l'API dont on a besoin. Donc ici, là, il y a une seule classe qui est le Cypher, mais il peut y en avoir d'autres qu'on cherche à résoudre.
Alors maintenant, les fonctionnalités, donc ça c'est les morceaux de UI, les morceaux des services, ceux qui ont le contexte. Donc eux, ce qui va les intéresser, c'est qu'ils vont avoir une activité par exemple, il va y avoir une dépendance vers une API. Donc ils veulent obtenir une implémentation de cette API. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser leur contexte en fait, et ils vont déclarer leur dépendance, et ils vont ensuite aller chercher l'implémentation. Donc ils utilisent la classe qu'on a vue précédemment. Alors d'abord, on va dire, donc là je suis dans un cas, j'ai une fonctionnalité, elle dépend d'une classe featureHelper qui dépend elle-même du cipher qu'on a vu précédemment. Donc là, cette classe-là, elle va être obtenue par injection, mais donc il faut que dans l'injection, on soit capable de résoudre une instance du cipher. Donc, comment est-ce qu'on fait ça typiquement? On déclare le component, on déclare l'injection dans l'activité qui va permettre d'injecter l'instance de featureHelper. Et là, on déclare sur ce composant-là une dépendance vers le cipher component, parce que le cipher component, comme on a vu quand on a déclaré avant, il est capable de fournir une instance de cipher. Et comment est-ce qu'on obtient donc, quand on déclare une dépendance vers un composant comme ça avec Gradle, on est obligé de fournir l'instance de ce component. Et lui fournira tout ce qu'il a déclaré. Donc comment on obtient l'instance de ce component? Pareil, par ce qu'on a vu avant, en utilisant le cipher component this. Donc ça c'est la méthode, l'extension que j'avais définie dans le compagnon avant, qui nous permet à partir du contexte d'aller chercher dans l'application l'implémentation de cipher component. Et à partir de là, on fait notre injection et on obtient notre featureHelper qui dépendait du cipher. Donc ça, c'était la première partie, c'est comment est-ce que on déclare qu'on va chercher les implémentations. Maintenant, on n'a pas vu comment est-ce que on faisait pour les fournir de manière propre en utilisant Dagger. Pour ça, on va commencer au niveau de l'implémentation. Donc elles ont déclaré l'API qu'elles implémentent, elles ont déclaré qu'elles dépendaient de ce module-là. Elles ont déclaré les dépendances vers les API qu'elles allaient utiliser. Et en fait, là, ça va être du Dagger assez classique. Elles vont juste déclarer des modules dans lesquels elles disent comment elles fournissent l'implémentation de l'API. Donc là, je reste sur mon exemple de Cypher. Donc quand on... sur Slagger. Donc quand on veut déclarer, quand on veut injecter une classe, le plus simple c'est de faire un @inject sur le constructeur, qui permet de dire qu'il sera résolu. Comme ça, tous les paramètres du constructeur sont résolus. C'est ce qu'on a vu avant avec le feature helper. Et on dit qu'il implémente l'interface qui était dans l'API. Et tout ça serait résolu automatiquement. Après, on fait le binding dans un module. Donc il doit être une classe abstraite pour pouvoir servir à faire le module. Faire le binding, pardon, sans qu'on ait besoin de faire implémentation. On déclare éventuellement toutes les autres injections qu'il peut y avoir. Donc là, l'implémentation peut avoir besoin éventuellement d'autres classes qui doivent être bindées elles aussi, donc on peut rajouter tout ça. Et là, Dagger saura tout résoudre, il s'occupera de fournir les dépendances. Ce qui est intéressant, c'est que le Cypher module n'est pas obligé d'être couplé, entre guillemets. C'est-à-dire que dans le constructeur, on peut par exemple avoir un contexte. Là, on n'est pas capable de fournir un contexte. Mais donc ça veut dire que le composant qui inclura le Cypher module devra forcément lui-même inclure un autre composant qui sera capable de fournir un contexte. Sinon, le module, on aura une erreur à la compilation en disant ce composant n'est pas complet. En gros, c'est ça le message qu'il faut comprendre. Et maintenant, l'application, elle doit s'occuper de ramener tout ça ensemble. De s'occuper de ramener tout ça ensemble. Donc elle a les fonctionnalités qui s'attendent à recevoir des implémentations d'API, et elle a les implémentations qui ont déclaré des modules dans lesquels ils montraient leur binding à leur API. Donc le graphe de dépendance va être construit en gros tout seul par Dagger, et l'application n'a plus qu'à créer les implémentations tout seul avec son component, et à le fournir donc dans son instance d'application. Donc on déclare une interface qui implémente donc, le component qu'on avait déclaré avant. On déclare la dépendance vers le module qui va fournir le binding entre l'interface qui est attendue par ce component et l'implémentation qui a été fournie dans le module d'implémentation. Et ensuite, on n'a plus qu'à, dans notre classe application, à créer l'instance de ce component qui a été généré par Dagger. Donc là, je récapitule. On a le module de la fonctionnalité qui va aller chercher cette instance d'application pour ensuite aller chercher le champ component qui implémente notamment le Cypher component, donc par lequel il va recevoir l'implémentation du Cypher.
Et le Cypher Component a été généré parce que cette classe implémente l'interface Cypher Component, et Dagger a su comprendre avec le Cypher Module quelle était l'implémentation à utiliser. Donc ça, c'est un exemple. Là, ça reste relativement simple, entre guillemets. Où on a juste une classe qu'on cherche à injecter. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il scale très bien, ce modèle. Donc, on imagine qu'on a plein d'API, plein d'implémentations, et que tout ça doit être résolu. Eh ben, en fait, alors j'ai rajouté dans cet exemple, comme je disais tout à l'heure, si jamais le module de l'implémentation a besoin de quelque chose en plus, par exemple un contexte, bon, on peut juste déclarer un petit module comme ça qui fournit un contexte. Hop. Et comme ça, il deviendra disponible pour tous les modules du component. Et donc l'application pourra injecter son propre component. Donc maintenant, si on a envie d'avoir un component de l'application qui fournit beaucoup plus de choses, eh ben il rassemble tous les modules, tous les modules Dagger des modules d'implémentation. Il implémente toutes les interfaces disant qu'il fournit tous les components qui ont été déclarés dans les API. Et tout ça sera généré automatiquement par Dagger. Et donc là, l'application implémente toutes les interfaces comme ça pour dire qu'elle est capable de fournir tous les components. Et elle crée l'implémentation en utilisant Dagger. Donc là, on a juste à fournir le contexte module, parce que c'est le seul donc, qui ne peut pas être créé automatiquement, parce qu'il faut lui fournir le contexte lui-même. Et donc si jamais le Cypher module, ou le HTTP module, ou le DAO module, si l'un d'entre eux, à un moment, utilisait un contexte, eh ben, c'est celui fourni par le contexte module qui va être utilisé. Et comme ça, on arrive à facilement avoir une application qui rassemble la capacité de fournir toutes les implémentations pour toutes les fonctionnalités. Alors. Maintenant, comment ça va marcher? Enfin, là où on tire vraiment les bénéfices de cette approche, c'est dans les tests. Dans les tests de UI sur les fonctionnalités, et dans les tests manuels, on a envie de cliquer. Alors je parle de ces tests-là parce que les autres, les tests sur les implémentations, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire sans cette approche. En fait, on a juste des classes d'implémentation qui ont des dépendances dans le constructeur, on crée des instances en passant des mocks. Ça, on n'avait pas besoin de faire tout ce mécanisme d'injection en passant par l'application. Donc tester les classes d'implémentation, ça, on pouvait déjà le faire. Et en fait, la difficulté, elle vient quand on veut tester les activités, parce que les activités, il faut trouver un moyen de leur filer vraiment, de moquer tout leur environnement. Sauf que là, comme elles sont allées chercher dans l'application toutes les implémentations de leurs dépendances, on peut fournir une différente classe de l'application pour l'application de l'APK de test. Il suffit de le déclarer dans le manifeste, dans le dossier Android Test pour qu'il soit utilisé. Et à ce moment-là, donc, on pourra faire en sorte que toute l'activité soit injectée avec des mocks ou avec des mocks partiels qui utilisent par exemple une in-memory database ou quelque chose comme ça, si on veut tester quelque chose avec la base de données, avec une couche réseau qui soit moquée, enfin ce qu'on veut. Et les tests manuels de l'interface utilisateur, ça aussi c'est quelque chose... on peut gagner beaucoup dessus, parce que là, comme on a un petit module de fonctionnalité qui déclare quelques activités, on peut en fait faire une application qui ne soit pas l'application principale, donc qui ne tire pas toutes les autres fonctionnalités, et qui va juste lancer celle-ci, et en plus, elle va pouvoir le faire dans un contexte qu'on maîtrise complètement. Donc ça, nous, la manière dont on l'a fait, si on a une application, donc on a un module d'application en plus de app, qui s'appelle démo, et ce module a en fait des variantes pour chaque fonctionnalité. Et donc, si je veux lancer une application qui contient juste une fonctionnalité, je lance la variante qui dépend de cette fonctionnalité. Donc, dans le build.gradle, il y a une liste de dépendances, et chaque variante dépend d'une fonctionnalité, ainsi de suite. Et donc, dans cette variante, ça ne va pas lancer directement la fonctionnalité. Généralement, ce qu'on fait, c'est que ça lance une activité qui est un peu une activité, genre une landing page, en gros, et qui va nous fournir genre des petits boutons pour pouvoir configurer dans quel contexte on lance celle d'après. Et là, en fait, comme elle a sa propre classe d'application, on peut mettre ce qu'on veut dedans pour qu'elle résolve les dépendances d'une manière ou d'une autre. Donc ça peut lancer l'autre fonctionnalité avec une base de données qui a été pré-remplie
avec des valeurs, comme ça on peut voir comment se comporte la fonctionnalité dans ce cas-là. Ça peut, comme je me répète, mais ça peut moquer la couche réseau pour avoir un comportement particulier, ou on veut voir comment se comporte la fonctionnalité quand il y a un timeout. Et là on peut vraiment le faire dans l'interface pour voir comment réagit la fonctionnalité elle-même. Donc on n'a pas besoin de tout compiler pour lancer l'interface, et en plus on a un contrôle total du contexte dans lequel elle s'exécute pour vraiment pouvoir détecter les effets de bord. Donc là le bénéfice est énorme. On peut tout de suite voir ce qu'on fait, et on peut tester tous les cas les edge cases qui seraient très difficiles à mettre en place sinon, si jamais on devait setup tout l'environnement à chaque fois. Il y a un très léger inconvénient, honnêtement, qui n'est pas très gênant, c'est que du coup, que les variantes, ça oblige à changer dans l'IDE à chaque fois quand on veut tester une autre fonctionnalité, donc il doit faire la sync Gradle à chaque fois, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment très gênant, honnêtement. Bon, maintenant, je vais parler un peu des limitations de cette approche-là. Vous en avez sûrement vu, vous êtes sûrement dit, il y a des moments où ça paraît un peu trop simple. Alors, il y a un premier inconvénient de travailler comme ça, c'est qu'on peut se retrouver vite à avoir trop de modules. Si on déclare API, implémentation, etc. Et quand on a trop de modules, on peut se perdre dedans, déjà. Et la phase de configuration pour la compilation Gradle peut commencer à devenir non négligeable. Surtout si on a plein de plugins sur tous les modules. Donc, c'est là qu'il faut être pragmatique à un moment et ne pas forcément faire toutes ces séparations-là pour garder un peu son code suffisamment simple et pour que les temps de compilation ne commencent pas à être pénalisés par cet aspect-là. Donc on peut regrouper, déjà ne pas être trop granulaire dans toutes ces API, essayer de faire quelque chose de logique. Je veux avoir cette fonctionnalité-là. En gros, toutes celles qui utilisent cette API-là utilisent aussi celle-là. Bon, on met les deux ensemble, on se prend pas trop la tête. Et on peut mettre aussi même l'implémentation et l'API dans le même module. Ce qu'il faut regarder, comme je disais, c'est est-ce qu'on va se retrouver avec une chaîne de dépendance qui se rallonge à la fin, infiniment, parce que c'est là où on commence vraiment à avoir des difficultés à maintenir le projet. Et c'est là où les temps de compilation vont devenir très, très gênants et où le développement sera ralenti. Donc, on peut prendre des raccourcis, mais il faut s'assurer que les raccourcis ne se mettent pas à la chaîne, en fait. Pour voir si le projet il garde une forme qu'on est capable de manager. Alors, on se retrouve à avoir une grosse dépendance vers Dagger, c'est un autre problème. Donc, il y a une dépendance au sens, le projet dépend de Dagger, et il y a une dépendance au sens où, quand on crée de nouvelles activités, on est un peu obligé de les injecter avec Dagger. Alors, on peut faire des petits trucs pour que ça marche sans, mais c'est quand même comme ça que le système marche le mieux, et donc on est obligé d'un peu généraliser son utilisation. Alors, il y a un truc que j'ai pas trop montré, et là j'aurais pu faire, parce qu'en fait il y a un peu une solution à ça, c'est la duplication et déclaration, c'est-à-dire qu'on est obligé de déclarer, donc là si vous avez vu dans le Cypher, on a été obligé de déclarer dans le module l'implémentation de l'interface Cypher qui était CypherImpl, et en fait on a été obligé de déclarer dans le component dans l'API qu'il fournissait aussi un Cypher. Et ça devient très fastidieux quand les implémentations sont générées automatiquement, comme c'est le cas par exemple pour Retrofit. À ce moment-là, on se retrouve à faire tout le binding avec les services qui sont fournis par Retrofit et à faire toute la déclaration des services une deuxième fois. Et à ce moment-là, en fait, et ça peut permettre aussi de réduire le nombre de modules, ce qu'on fait, c'est qu'on déclare... en fait, la dépendance qui va être injectée, c'est celle qui a un scope. Parce que c'est ça qui est important, on passe toujours par l'application. Parce que ça doit être des singletons, ce type de choses, les HTTP clients. Donc on va injecter le HTTP client et on va exposer un module qui est capable de résoudre tous les services qu'on veut à partir de ce client. Donc en fait, on va même plutôt injecter un retrofit dans ce cas-là, et on va déclarer un module qui permet de faire le binding à partir d'un retrofit vers tous les services. Et comme ça, les components de nos activités vont juste résoudre l'instance de retrofit à partir de l'application, et après avec le module, Dagger sera capable de fournir tous les services dont on a besoin. Donc, ce qui m'amène au fait qu'on a toujours une dépendance vers l'application. Donc là encore, c'est nécessaire si jamais les composants ont vraiment un périmètre défini, ils ont besoin d'un scope qui est celui de l'application. Là, on n'a pas trop le choix. Donc c'est le cas pour les bases de données, c'est le cas les connexions à bases de données, pour les connexions HTTP. On a toujours besoin d'en avoir un seul dans l'application. Pour le reste, donc c'est là où on peut être pragmatique et on peut dépendre des implémentations si jamais ça ne pourrit pas notre projet. Ça peut être utile pour la propreté du projet, pour la testabilité, de quand même dépendre vers l'application pour injecter des composants qui n'ont pas de scope,
mais c'est nécessaire surtout quand il y a un scope. C'est ça qu'il faut retenir. Donc voilà, c'est quand même des grosses limitations. Donc j'espère que vous avez quand même tiré un peu le cadre dans lequel ça résout des vrais problèmes et ça permet vraiment d'améliorer la capacité à développer des fonctionnalités dans un gros projet, le fait de travailler comme ça. C'est pas forcément quelque chose à appliquer systématiquement, nous on le fait pas, mais bon, j'espère vous avoir donné des pistes de réflexion sur comment gérer des problématiques et quels sont les inconvénients de certaines approches. Donc maintenant, c'est là où je vous dis, je vous ai bullshité. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, il n'y a pas tout, hein, c'est un peu plus gros. On a une vingtaine de modules, donc c'est un peu, vous pouvez vous dire, genre, je vous ai complètement menti. Honnêtement, ça a quand même, cette approche nous a aidé énormément dans beaucoup de cas. On a une application qui est quand même assez grosse. Quand on veut travailler sur la UI, on est obligé de la lancer, la UI, pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et en ayant cette approche, on a vraiment isolé les fonctionnalités, où on peut injecter un contexte. Ça permet de travailler tellement plus facilement, la compilation va plus vite. On peut mettre en place des petits scénarios soi-même en changeant 3 lignes de code, où on regarde, tiens, qu'est-ce qui se passe s'il n'y avait aucune donnée avant, s'il y avait plein de données avant. Donc, dans les faits, l'approche que je viens de vous montrer nous a été extrêmement utile, mais on ne l'a clairement pas appliquée de manière rigoureuse partout. On aurait probablement dû l'appliquer à plus d'endroits. Pour l'instant, je dirais le principal inconvénient qu'on commence à voir, c'est les temps de compilation commencent à être un peu longs à cause de... Enfin, la phase de configuration commence à être un peu longue à cause du fait qu'on a beaucoup de modules. Mais après, il y aurait beaucoup de nettoyage qu'on fasse. Enfin, tout projet est toujours un work in progress. Je mets juste pour finir 2 liens qui peuvent vous intéresser. Un talk de la DoricCon New York. Alors j'ai vu ça après avoir préparé ce talk, donc j'ai un pompé, mais on se rejoint sur certaines idées, donc c'est rigolo. Et d'ailleurs, donc là c'est le schéma qu'il montre, avec son beau petit truc de dépendance, et à la fin il montre le vrai verbe de dépendance, et il fait un peu la même blague. Donc c'est rigolo, ils ont aussi un truc qui part dans tous les sens. Donc là, ça peut vous intéresser, ça parle de l'aspect multiplateforme. Donc il y a quand même un peu les mêmes sujets de comment on définit les dépendances entre les modules, les abstractions. Mais il y a vraiment un gros focus sur comment faire un projet cross-platform. Et ça, c'était un post sur Medium qui est sorti assez récemment aussi, 16 octobre, ouais, très récemment même. Et dans lequel il parle, donc l'application Plate, vous en avez sûrement entendu parler, qui est un peu une démo faite par les gars de Google. Et eux, ils parlent de l'aspect avec des bundles pour faire une application modulaire et qui puisse être shippée donc, en plusieurs fois. Et donc, ah oui, juste, j'ai noté un point. Et vous allez voir, il y a un truc assez rigolo. Eux, ils ont fait, dans leur application, en fait, toutes les fonctionnalités dépendent du module de l'application. Alors que moi, je vous ai montré l'inverse, je vous ai montré que dans mon cadre, en fait, l'application dépend des fonctionnalités. Bah, en fait, est-ce que l'application a besoin de dépendre des fonctionnalités? Non. Donc en fait, on pourrait techniquement, j'imagine, avoir une application qui dépend que des implémentations, en fait, et qui ne dépend pas du tout des modules de fonctionnalité. En fait, nous, on a l'application qui dépend des modules de fonctionnalité parce qu'elle gère un peu la coordination aussi avec les items et tout. Mais ça me paraît pas du tout farfelu de dire on a une application qui ne dépend de aucune... Enfin, qui est juste une coquille vide qui gère de l'injection, et en fait, toutes les fonctionnalités sont séparées. Et ouais. Et c'est tout. Donc voilà, j'espère que vous avez tiré quelque chose, que ça vous paraissait pas trop abstrait. Mais il y a quelque chose à en tirer, je vous assure, ça nous a été bien utile cette approche. Merci. Juste une question pratique. Vous avez combien de modules aujourd'hui? Entre 20 et 30, je dirais, comme ça. Ouais. Ouais, c'est vrai que la dimension du projet, c'est intéressant. Je crois qu'on a entre 20 et 30 modules. Et on a quoi, 300 000 lignes de code, un truc comme ça? Je dirais, on est de ce ordre-là. Du coup, j'avais une question, c'est que là, on voit qu'il y a une très forte dépendance vis-à-vis de Dagger. Est-ce qu'on pourrait imaginer, du coup, changer d'injecteur de dépendance pour autre chose, par exemple? Dagger, c'est que de la génération de code, donc de toute façon, le code, tu peux l'écrire toi-même. Donc à partir de là, tu peux te passer de la dépendance comme ça. Donc on pourrait tout à fait. L'intérêt d'utiliser... En fait, il y a un peu... Ce schéma de construction des modules a été un peu pensé pour Dagger aussi.
pour que ce soit facile après de le brancher, pour qu'il fasse toutes les jonctions entre les API et les implémentations. Donc on peut le remplacer, mais je pense que si on passait sur autre chose, où on déclarait les dépendances différemment, on aurait peut-être envie donc de ne pas utiliser tout à fait les mêmes mécanismes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les interfaces que j'ai montrées avec les components, qui permettent ensuite de déclarer les dépendances vers les components pour que ce soit résolu automatiquement, tout ça c'est pensé pour Dagger. Si on utilisait autre chose, il faudrait essayer de repenser un peu le truc différemment. Du coup, une question sur la génération de code. Ils ont montré que justement quand tu utilises KAPT ou autre générateur de code, en fait, ça a désactivé la compilation incrémentale de Java et de Kotlin. Du coup, est-ce que tu n'as pas subi des pertes de performance sur justement tes modules qui font de la génération de code? Juste en changeant une classe, il est obligé de recompiler plein de choses parce qu'il va générer des classes. Alors en fait, il y a un autre aspect problématique d'utiliser Dagger et KAPT, c'est que si on a du code Java, on fait tourner le annotation processor de Dagger pour générer du code dessus, et on a le code Kotlin sur lequel on fait tourner KAPT pour générer du code. Et en fait, là, on se retrouve avec un jeu de la poule et l'œuf, lequel doit venir en premier. Et donc, en gros, il va y avoir du code de l'un qui dépend de l'autre, du code généré de l'autre, du code généré de l'autre. Enfin, il y a dépendance dans les deux sens. Et donc, la compilation ne marche pas. Donc, on ne peut pas, en fait, avoir un projet où il y a du Java et du Kotlin et du code à générer à partir de avec Dagger, à partir de Java, et du code à générer par Dagger à partir de Kotlin en même temps. Donc, l'avantage qu'on avait avec la modularisation, c'est qu'on s'est retrouvé avec des projets purs Kotlin, parce que du coup, on n'avait pas besoin de migrer tout le projet vers le Kotlin. Et donc, on pouvait utiliser KAPT sur ces projets-là. On n'était plus obligé de faire ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire que tout ce qui touchait à Dagger devait être en Java. Et donc, je vais répondre à ta question. Et du coup, en fait, KAPT tourne que sur des petits modules isolés. Et donc là, la modularisation est très bien, parce que du coup, on souffre beaucoup moins de cet inconvénient. En fait, on a actuellement, je crois on doit avoir, je sais pas, 3-4 modules, je dirais, sur lesquels KAPT tourne. Et ces modules-là sont sûrement un peu plus longs, effectivement, à cause des problèmes que j'ai entendu parler de compilation avec KAPT. Mais en fait, quand on travaille dedans, c'est à peine perceptible. Et quand on travaille dans d'autres modules, ben, on s'en fiche. Parce que ça a déjà tourné. Merci.